Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Joya et Anthony des Enjoy Games. Bonjour. Hello. Aujourd'hui, on va vous parler des jeux qui étaient présents au Festival international des jeux de Cannes. Donc c'est un festival important puisque c'est le festival au cours duquel, enfin important pour les Français, j'ai envie de dire, pour la francophonie. Et c'est important parce que c'est lors de ces festivals que va être décerné l'As d'Or, qui est un prix qui est quand même très important dans le monde ludique, puisque ça va quand même générer des achats, ça va orienter les clients. Et d'ailleurs, nous on l'a remarqué très vite parce qu'en fait les jeux qui ont été nominés pour l'As d'Or, avant même qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas, sont déjà en rupture de stock chez nos fournisseurs. C'est vrai. Ou en tout cas, pour beaucoup, on sait qu'il a fallu très vite commander les jeux pour en avoir suffisamment. Ouais. Donc c'est vraiment un prix très important dans le monde du jeu. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, on a passé 3 jours à jouer non-stop aux jeux qui sont présents au Festival des Jeux de Cannes. C'est ça. Et parmi tous ces jeux auxquels on a joué, donc il y en a, je dirais, au moins une vingtaine. Oui, une vingtaine. Petite vingtaine. Ouais. On va en sélectionner 5 chacun, les 5 jeux qu'on a préférés. Et en fin de vidéo, on va aussi vous donner notre petit flop, donc un jeu qu'on n'a pas aimé, un jeu qui nous a déçus, et donc ça on va en choisir un chacun. C'est parti? C'est parti. C'est parti. Avant de passer à notre numéro 5, c'est vrai qu'en fait on vous a pas expliqué ce cadre incroyable dans lequel on est. En fait, on est. Ah oui, c'est vrai. Écoute, il y avait de la lumière, on est rentré. Voilà, on s'est dit on va poser notre caméra et on va commencer à tourner. Ça a l'air sympa ici. En fait, c'est la taverne de Joya et Anthony. Je vous laisse expliquer un petit peu votre petite taverne tant qu'on y est, votre concept. Vas-y, je t'en prie, explique tout. En fait, c'est une taverne et boutique de jeux de société. Quand vous allez venir, vous allez voir qu'il y a une partie boutique, donc où sont exposés les jeux disponibles à l'achat. Et après, au-delà de cette partie, il y a une partie qu'on appelle la taverne. C'est là où vous allez pouvoir venir tester des jeux sur place. Et on est là avec Joya pour vous expliquer les règles, pour vous conseiller, etc. Donc ici, on est à Mons, en Belgique, donc pas trop loin de la frontière française. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on est ici? Tout simplement parce que c'est un cadre incroyable. Et du coup, c'était sympa de tourner la vidéo dans ce très bel endroit. Je propose qu'on se lance du coup dans le top. On passe au top 5 alors, on part du sens inverse. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, mon numéro 5, c'est un jeu collaboratif. Dans un univers un peu... Quoi, c'est la jungle? C'est Jekyll vs Hyde. Ah, c'est pas la jungle du coup. Ah non. Je l'ai mis en numéro 5 parce que de base, je ne suis pas forcément fan des jeux de pli, mais comment la mécanique du jeu de pli est amenée dans ce jeu, je trouve hyper intéressant. Et c'est un jeu hyper tendu, et ce, dès le début de la partie. Ça, c'est vrai. Dès le début de la partie, vous devez déjà faire des choix qui sont cruciaux. Et ça, je trouve ça toujours impressionnant. Et au cours de la partie, il y a des effets qui sont intéressants, dont un qu'on retrouve dans Dracula vs Van Helsing, qui est un jeu que j'aime beaucoup, donc c'est agréable de retrouver ces effets-là. Et au-delà de ça, c'est un peu la tension qu'il y a entre les deux joueurs, parce qu'on ne peut pas communiquer en plus, donc c'est très bien comme jeu, c'est numéro 5. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'en Belgique, je trouve qu'on a un peu moins la culture du jeu de pli par rapport à la France. Ouais. Et c'est vrai que c'est un très bon jeu de pli. Ouais. Même si vous êtes un petit peu moins fan du genre, je trouve que ça pourrait quand même trouver grâce à vos yeux. Oui, c'est vrai. Il faut aussi mentionner, parce qu'on m'a demandé quelle était la différence par rapport au jeu Jekyll and Hyde qui existe déjà. Ouais. Il faut savoir que celui-ci déjà est coopératif, on n'est pas dans du compétitif. On joue contre la ville de Londres. C'est ça. Et puis plus tard, au fur et à mesure des scénarios, parce qu'il y a des scénarios qui vont venir un peu complexifier, qui vont venir rajouter des objectifs. En fait, on va intégrer les deux faces, le Dr Jekyll versus Mr Hyde. Donc nous, on incarne chacun une des deux personnalités et on va se battre contre la ville de Londres. En tout cas, dans le premier scénario, parce que j'ai l'impression que ça nous réserve après des surprises. Et est-ce que finalement, vous allez toujours être totalement dans la coopération? C'est une question que je me pose. En tout cas, le fait qu'il y ait des scénarios, ça donne envie d'en découvrir. Ça donne encore plus envie. Donc voilà, c'est mon numéro 5, je le recommande. De base, je l'ai mis en numéro 5 parce que je ne suis pas fan des jeux de pli, mais comment c'est amené dans ce jeu, c'est très bien. Moi, le jeu dont je vais vous parler, c'est aussi un jeu coop. Mais là, c'est un jeu avec de la narration. D'accord. Ce jeu, c'est
Très voulu. Je suis contente de le voir. J'étais pas hyper persuadée, même à la lecture des règles. Ouais. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment fonctionner ça? Et en fait, ça a fonctionné super bien. Donc, comme j'ai dit, c'est un jeu narratif. On va avoir chacun, on va incarner des guides et un des joueurs va incarner le rêveur. Le rêveur va devoir écouter les histoires des guides autour de la table. On part d'une image qui va être le point de départ de notre histoire, de la narration, et on a aussi un objectif. Donc on sait qu'à la fin de la partie, on va devoir tendre vers un certain objectif, une certaine fin. On pourrait partir d'une image, c'est une forêt magique, et se retrouver à devoir retrouver un voleur dans une pyramide. Donc, c'est ça, exactement. Chaque guide va avoir une petite carte avec un mot. Ce mot doit apparaître en fait dans l'histoire que vous racontez, et vous allez aussi avoir une autre carte qui va donner un petit peu un thème global. Donc par exemple, ça pourrait être obstacle. Donc en fait, quand vous allez raconter l'histoire, vous allez intégrer le mot, mais vous devez, sans dire le mot obstacle, vous devez essayer de faire comprendre que dans la narration que vous rencontrez un obstacle. Celui qui doit deviner, donc le rêveur, a exactement les mêmes cartes que les autres, mais c'est juste grâce à l'écoute de l'histoire qu'il va savoir dire, ah bien lui, je pense que sa carte qui était imposée, c'était la carte obstacle. C'est le parfait dosage en fait entre la liberté créative et la contrainte. Du coup, on est bien guidé, on n'est pas obligé de faire une histoire, on n'est pas obligé de parler pendant 10 minutes. On peut même dire une phrase et du coup je pense que tout le monde y trouve son compte parce que c'est bien dosé, voilà. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'ordre de tour, donc chacun peut un peu consulter les autres et se dire ah ben maintenant c'est moi qui vais continuer l'histoire, et du coup même si au départ c'est ça te donne un temps de réflexion, peut-être que toi tu vas découvrir ton mot et tu vas dire c'est bon, moi je peux direct enchaîner, et peut-être que au départ en fonction de ce que tu as reçu, t'as pas trop d'idées, mais en fonction de ce qu'on vont dire les autres, tu vas dire ah ben là maintenant c'est mon tour, là je peux enchaîner. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Et ça c'est très très cool. Donc vraiment je m'attendais pas à l'aimer autant. J'étais un peu sceptique vraiment à la lecture des règles comme j'ai dit, mais voilà, je l'ai beaucoup aimé et du coup je l'ai mis en 5e position de ce top. Magnifique. Du coup mon top 5, je vais quand même mettre la grosse boîte à laquelle on vient de jouer. D'accord. Je vais aller te la chercher. Coopératif. On peut dire qu'on est sur un full cop pour la 5e position. Alors, en 5e position, du coup, de mon côté, je vais mettre Kingdom Rush, qui est un jeu de Tower Defense. Si je ne me trompe pas, il est tiré d'un jeu vidéo, je ne sais plus vous dire exactement sur téléphone. Ah voilà, j'allais dire sur quelle plateforme exactement, mais j'avais l'impression que c'était un jeu qui pouvait se jouer par téléphone. Mais je peux me tromper sur cette information-là. On va avoir des salves de monstres qui vont nous attaquer et on va devoir se défendre, et on a des personnages tous avec une asymétrie, et c'est ça qui est très sympa. Mais la particularité du jeu, c'est qu'on va pouvoir combattre les monstres grâce à des polyomino qu'on va venir placer en fait sur les personnages, et donc on va avoir des hordes qui vont nous attaquer avec des personnages qui sont dessus, et en les recouvrant avec nos polyomino qui sont en fait nos attaques, on va pouvoir les vaincre. Moi j'aime beaucoup celui-ci, je trouve qu'en jeu coopératif on est sur un jeu avec une difficulté qui va être modulable. On peut rester sur le scénario 1 par exemple et avoir plus de facilité, comme on peut progresser. Il y a 12 scénarios à l'intérieur, donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je trouve que finalement une fois qu'on l'a bien maîtrisé, qu'on a passé un peu le cap de cette première partie, c'est un jeu qui peut se jouer très rapidement. Et donc moi quand j'ai envie d'un Tower Defense, un jeu coopératif, eh bien j'aurais tendance quand même à vouloir le sortir, surtout que je suis quand même j'aime bien en fait tout ce plateau qui est très lumineux, c'est très vert, il y a plein de petites couleurs assez vives. C'est ça, et je pense que aussi la mécanique de placement de tuiles pour défaire les ennemis, c'est ce qui me plaît le plus de réfléchir déjà à me dire ah mais toi t'as tel polyomino, tu peux les envoyer sur 3 ennemis, donc on va se mettre comme ça. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le matos c'est ultra cool. C'est ça. Parce que on va pouvoir upgrader justement, on va pouvoir upgrader nos cartes, et en fait on va mettre des autocollants dessus. Mais là il y a un truc que j'avais jamais vu dans aucun autre jeu de société. C'est unique. C'est unique, c'est que les autocollants en fait vous allez pouvoir les coller et puis vous allez pouvoir les décoller et les remettre sur d'autres cartes, et ça fonctionne super bien en fait. Donc ils sont collables, décollables pour une utilisation future. Après je ne sais pas exactement quelle est la durée de vie de ça parce que j'ai jamais rencontré ça dans aucun autre jeu, mais je trouve ça assez fou. Moi j'ai un petit peu peur, c'est que
les tours en fait soient un petit peu répétitifs. C'est un petit peu la crainte que j'ai par rapport à ce jeu. Alors, j'y ai joué une fois, donc je peux pas non plus être très affirmative dans ce que je dis, mais c'est un peu la crainte que j'ai. Bon, heureusement, il y a des scénarios différents, donc là, je pense qu'au niveau de la rejouabilité, voilà, on va rencontrer des choses différentes dans le jeu, mais au niveau des actions que nous on fait, j'ai un peu peur qu'il y ait ce côté un petit peu répétitif. Ouais. Moi, je pense que c'est un jeu que je vais pas, contrairement à son nom l'indique, je vais pas le rusher. C'est-à-dire que je vais pas le jouer trop souvent, justement, pour pas me lasser. Pour pas me Kingdom Rush que je ne rush pas. Je ne rusherai pas Kingdom Rush. Et c'est plutôt un jeu que je me dis, ah bah tiens, j'ai envie de jouer en coopération. Je vais le jouer, mais avec des moments espacés. Ouais. Enfin, et je pense qu'on est aussi au niveau, on n'a pas été plus loin que le premier scénario parce que manque de temps, mais j'ai l'impression que les scénarios seront assez différents pour que même si le gameplay n'est pas fondamentalement différent, ce que tu vas devoir faire est différent et donc ça t'apporte des objectifs différents. Donc je sais pas trop, je sais pas trop en termes de répétitivité ce que ça va donner et en termes de rejouabilité. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que la profondeur stratégique du jeu est quand même assez impressionnante parce que j'ai l'impression que chaque décision est importante, chaque déplacement est important. Et le fait de devoir bien anticiper la forme des polyominoes qu'on va devoir placer sur les tuiles de horde, etc. Je trouve que c'est... Enfin, je ressens vraiment une grosse profondeur. Je pense qu'effectivement, si tu traînes et que tu n'optimises pas et que tu te la coules douce sur le côté, je pense que le jeu te le pardonne pas. Ça, c'est sûr. C'était le numéro 5. Je me lance pour le numéro 4 ? Fais-toi plaisir. Alors, ça va être assez rapide, je pense, parce que c'est un jeu dont on a déjà parlé. Voilà. Donc, mon numéro 4, un jeu coopératif. Comme ça, ça pourrait être... Ah oui, c'est vrai. Mon numéro 4, c'est Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. Tout comme toi, je ne suis pas une grosse fanat de jeu de pli, mais celui-ci a amené des sensations qui m'ont énormément plu. Je le trouve très intéressant, très tendu, parce que, comme tu le disais, il faut arriver à un certain endroit du plateau exact. Donc il ne faut pas gagner un pli de plus, sinon c'est raté. Et parfois, c'est juste même dur de pas réussir à gagner le pli. On voudrait pas le gagner, mais malgré nous, on le gagne. Et du coup, ça amène une tension que j'ai adorée. Et ça, combiné au fait qu'il y ait plusieurs scénarios, ça va rajouter des choses au fur et à mesure du jeu. Mais déjà, le scénario numéro 1 est pas évident du tout à gagner. D'ailleurs, on l'a perdu. Vous l'avez gagné, mais nous, on l'a perdu. Après, je suis pas jeu de pli et... sans vous spoiler, mais il sera pas dans mon top, je suis pas très jeu de pli et limite moi j'ai préféré le compétitif parce qu'en fait le fait que j'ai déjà du mal avec les jeux de pli et en plus je dois coopérer, donc penser aussi, parce que c'est ça aussi la tension, c'est de se dire ok, je dois faire avec les cartes que j'ai, mais tenter aussi de comprendre un petit peu le jeu de l'autre. Pour moi, c'est trop. C'est trop et donc... oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que même si on joue à deux, en fait, on va avancer d'un nombre de cases égal à celui qui a gagné le moins de pli. C'est ça. Et en fait, ça me met trop de pression de me dire je suis pas hyper forte au pli. Et l'autre, le jeu va dépendre que de moi. Mais je préfère limite être dans le compétitif et de me dire ça ne dépend que de moi et donne-toi à fond et c'est tout quoi. Et en plus, il faut pas communiquer du coup. Ah oui, il faut pas parler bien sûr. Ça me fait un peu sentir comme dans Trio où avec ton coéquipier, tu communiques pas mais tu essaies de... les yeux, c'est comme ça. Transmission d'ondes. Carte son. C'est l'éditeur coréen Mandu qui nous avait apporté The Veil of Eternity et Dracula versus Van Helsing, qui étaient des super jeux. Et du coup, je trouve que celui-ci, il s'inscrit vraiment dans la lignée des deux autres. C'est tout à fait ça, vraiment une superbe lancée en tout cas. Une belle année pour eux en tout cas cette année, très bien. Voilà. Alors, mon quatrième jeu, ça va être un jeu où en fait on va... c'est un jeu ? Ouais, c'est un jeu. Je sais, c'est surprenant. J'avais hésité avec un puzzle, mais voilà. Du coup, mon top 4, ça va être un jeu où on va être des petits rats de laboratoire. Et on va tenter de s'échapper d'un laboratoire. S'il te plaît. Alors, du coup, mon quatrième jeu, c'est Rats of Wistar. Et Wistar, c'est tout simplement un laboratoire. Je pense que Wistar est le laboratoire dont on doit s'échapper. Et donc, on est des petits rats assez intelligents quand même. Et ça va se voir dans le jeu parce qu'on va être dans de la pose d'ouvriers.
Et on va devoir poser des petits rats sur une roue d'action. On va être sur, je ne sais plus comment on appelle ça exactement, on appelle ça roue d'action, où il y avait aussi le... Ah oui, c'est le rondel en anglais. Ouais, voilà, la le fameux rondelle. Alors, nos petits rats, on va les placer sur une rondelle et on va déclencher toutes les actions qui se trouvent sur la rondelle. Sauf que, je dis toutes, mais faites attention, si vous n'avez pas placé des petits rats juste avant, on va dire voilà, des petits rats qui sont partis d'abord en éclairage pour voir un petit peu cette action, eh bien votre action sera faible, voire elle sera à 0. Donc sur cette petite rondelle, il faudra donc pouvoir mettre des petits rats avant pour que votre action soit plus ou moins forte. Et en plus, en fonction de la partie de la roue, vous ne pouvez poser qu'un seul chef de rat. Donc ça veut dire que vous allez devoir aussi anticiper ça. Vous ne pouvez pas poser plusieurs de vos chefs rats dans une même partie de la roue. Vous allez devoir diversifier. Donc il y a aussi ce côté... je vais être quand même limité, etc. En fait, cette rondelle, cette roue d'action, elle t'amène beaucoup de réflexion. Tu as juste un petit rat à poser, mais tu peux avoir un bel impact sur ton tour de jeu. On est à la fois pas trop bloqué parce que toutes les actions sont quand même assez intéressantes. C'est juste dans la façon dont on va les faire et l'ordre dans lequel on va les faire va avoir une importance pour, justement, comme je disais, optimiser au mieux et ne pas donner de l'avance aux autres joueurs et ne pas leur laisser non plus des actions qui pourraient les intéresser. Donc on est un peu tiraillé en se disant je veux faire cette action, mais en même temps si je laisse ça, l'autre personne elle va prendre du bois, elle va pouvoir mettre telle ou telle chose, etc. Et donc voilà, il y a toute une réflexion et une anticipation. Il faut vachement anticiper. C'est ça, il y a de l'anticipation. Moi c'est totalement ma cam quand on parle anticipation, programmation, pose d'ouvrier. On est totalement dans le style de jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu expert, mais les règles sont très accessibles. Et c'est sans doute un des jeux les plus accessibles de Simone Luciani, qui est l'auteur et qui est quand même réputé pour faire des jeux assez costauds. Ici, à mon avis, on est sur un de ces jeux les plus légers, même si ça reste de l'expert, mais franchement, les règles sont assimilées assez vite. C'est hyper simple à prendre en main. Mais là, tu as une belle profondeur de jeu et donc voilà, très contente d'y avoir joué. Bon, Toto, ton numéro 4. Numéro 4 alors ? On en a déjà parlé. Non. Tu peux ressortir les rats. C'est Kingdom Rush. Comment je me suis trompée sur tous vos tops. Mon numéro 4, c'est Kingdom Rush. Tu l'as déjà très bien décrit. Ce que j'ai beaucoup aimé, je vous l'ai dit aussi, c'est que c'est un jeu qui fonctionne bien à 2 joueurs. Donc c'est la configuration pour nous 3 qui est c'est la configuration à laquelle on joue le plus. Donc le fait qu'on ait un bon jeu coopératif à 2 joueurs et qui propose quand même une assez belle difficulté croissante, etc. C'est vraiment une belle combinaison de plusieurs facteurs. Et petite précision, vous n'êtes pas obligé d'avoir joué à la première boîte de Kingdom Rush. Ah oui, c'est une boîte indépendante. Donc nous, on n'a pas joué à la première boîte, mais on n'a eu aucun souci pour se lancer dans ce jeu, quoi. Donc numéro 4 pour tout ce qu'on a déjà décrit de ce jeu, qui est vraiment une très belle surprise. Ok, parfait. Mon jeu, vous allez très vite, je pense, savoir le prendre. Il fait partie de la gamme des microgames. Et, ah bon ? Ouais, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié. Et je pense que depuis le début de l'année, depuis qu'on a été à Essen et qu'on l'a découvert, je pense que c'est le jeu que j'ai le plus joué. S'il te plaît, oui, c'est vrai que tu as beaucoup joué à celui-là déjà. J'ai fait tellement de parties du Roi des Ribauds. Et le Roi des Ribauds, ça va être un jeu de cartes assez tendu, qui moi me fait penser un peu à un Love Letter, mais vraiment pour 2 joueurs et qui est vraiment conçu pour 2 joueurs. Et pourquoi je pense à Love Letter? Parce que c'est un jeu qui est très dynamique, très tendu et où tu peux perdre dès la 2e voire 3e manche. Un peu comme un Love Letter où très vite tu peux être expulsé du jeu, mais tu as quand même envie d'y revenir. Et tu as un côté assez addictif aussi où j'ai perdu, allez on recommence, c'est pas possible, etc. Et le but du jeu, ça va être quoi? Mais bien, on a 3 cartes dans la main et 4 cartes sur le plateau. On va tout simplement tenter d'avoir soit 3 reines dans sa main au début de son tour, ou avoir 3 rois affichés sur les cartes qui sont juste en face, ou alors d'avoir 2 assassins qui entourent une autre carte, peu importe lesquelles. Et avec ces trois façons de gagner assez simples et une mécanique de jeu qui est très simple où on pose une carte, on en récupère une ou juste on découvre les cartes qui sont sur le plateau, eh bien on se retrouve avec un jeu très tendu et moi je le fais jouer énormément à la taverne. Et alors c'est le style de jeu, vous savez, quand on a des clients qui veulent nous affronter ou même des amis qui veulent nous affronter,
et bien même entre deux services, on est là et fait allez ça va, ok, on allez, on fait une petite partie. On fait une petite partie et c'est comme ça que j'ai fini par énormément y jouer parce que tu finis par y jouer un peu avec tout le monde et c'est toujours super agréable et tu sens vraiment que quand tu dois reprendre le service et que tu laisses l'autre sur une défaite, tu sens que la personne elle est là avec elle a envie d'y revenir quoi. Ah oui, d'accord. Et moi c'est tout ce plaisir là en fait et toutes les émotions qu'on ressent autour de ce jeu là qui font que je l'aime beaucoup. Mais les illustrations aussi sont très très jolies hein, ça. Franchement et puis bah oui, c'est un petit jeu comme ça, moi aussi je me verrais bien en fait le glisser dans mon sac et l'avoir toujours à portée de main. Je ferais pas ça avec tous les micro games parce que non, pareil. C'est pas vraiment, moi à titre personnel, c'est pas vraiment une gamme qui m'attire plus que ça, mais c'est vrai que celui-ci propose quelque chose de très intéressant. Et je trouve que chaque partie est différente en fait. Ouais. Ah oui. Vous pouvez avoir une partie qui va durer 2 secondes. Oui, c'est vrai. Vous pouvez avoir une partie qui va durer un peu plus longtemps. Je trouve ce jeu vraiment impressionnant. Et du coup, vous en lassez pas. Moi, je ne laisse pas pour le moment. Et en plus, le plaisir, c'est à la fois d'y rejouer avec quelqu'un avec qui tu as déjà pas mal joué. Donc, tu commences vraiment à comprendre un peu plus l'autre, etc. et comment il peut fonctionner. Et à la fois, en fait, c'est toujours un plaisir de le découvrir avec des nouvelles personnes et de s'adapter à une nouvelle façon de jouer. Il y a des gens, voilà, ils vont plus vite découvrir les choses, il y en a qui vont être un peu plus prudents. Et donc, on découvre un peu nos clients à travers le roi des ribots. Donc, j'aime beaucoup. C'est un jeu qui a déjà été décrit. Mais non. Les rats. Les petits rats. Les petits rats. Mon numéro 3, c'est Rats of Wistar. Donc, ce jeu rassemble beaucoup de choses que j'aime dans les jeux de société. Donc, on a la pose d'ouvrier, on a l'exploration, on a cette fameuse roue qui, comme vous l'avez dit, ça semble assez simple, mais rien que poser un rat, ça nous demande une réflexion à faire parce que vous avez l'anticipation de où vous allez positionner les suivants quoi. Ouais, c'est ça. Où vous allez positionner votre chef, mais vous avez aussi vos souris à l'extérieur de la roue qui vont influencer la puissance de vos actions. Donc c'est vraiment un jeu cette partie du plateau vous demande vraiment une belle réflexion et j'adore la réflexion que ce jeu me demande. Je pensais que tu allais t'arrêter il y a de l'exploration. Il y a de l'exploration. Numéro 3. Voilà, numéro 1, il y a de l'exploration. Merci, chef. Et donc, on l'a déjà, je pense, assez bien décrit. Donc, si vous aimez l'exploration, si vous aimez la pose d'ouvrier, mais surtout l'exploration. Si vous aimez les jeux experts, mais que vous cherchez un jeu qui est, comme on a dit, qui reste tout de même accessible, vous avez trouvé le jeu parfait. Quoi. C'est à toi, du coup. Nous, on aimerait beaucoup savoir. Je ne sais plus si c'est ton top 2 ou 3, t'avoue. C'est 3. C'est 3, oui. Oui. Eh bien, c'est un jeu ultra simple. Un jeu de cartes. Non. Si. Coloré. Très coloré. Non. C'est Pray Another Day. Excellent. Tu pensais qu'il était en numéro 1 ? Non, peut-être pas en numéro 1, mais je savais qu'il allait se retrouver dans le top. On a mis un peu plus haut, peut-être en 4ème ou... Un plus bas alors. Pray Another Day, c'est un jeu qui est ultra simple. En fait, on va chacun avoir le même set de cartes qui représentent des animaux et il y a un petit peu une sorte d'échelle d'échelle alimentaire. Oui, c'est ça. En gros, on se retrouve avec des prédateurs et de moins en moins des prédateurs agressifs qui font peur quoi. On se retrouve dans une grosse chaîne, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et puis petit à petit tu te retrouves avec une petite souris. D'où les rats. Voilà. En fait, on va chacun choisir une carte en sachant que les prédateurs vont manger les numéros qu'il y a en dessous d'eux. Donc, par exemple, l'ours peut manger tout le monde, mais la chouette, par exemple, qui est en 4e position, elle pourra manger que la souris. C'est ça. Donc, on va chacun choisir une carte. Et après, on va appeler les animaux dans l'ordre. Donc, on va appeler l'ours. Si quelqu'un a une carte ours, alors à ce moment-là, il la révèle et il va dire alors l'ours, il va manger quelle carte ? Il va dire par exemple la souris. Et tous les gens qui ont une souris sont obligés de la révéler et ces gens-là sont éliminés. Ça m'est souvent arrivé, c'est pas confortable. C'est pas une situation très enviable. Ouais, S'il y a plusieurs ours, alors il y a un peu une confusion dans les prédateurs et aucun ours ne mange aucune proie.
Et après on va continuer comme ça pour toutes les cartes. Et après en fait on va ramasser nos cartes et on va recommencer une nouvelle manche et ça va s'arrêter quand quelqu'un va avoir 5 jetons. C'est ça. C'est un jeu ultra simple, vraiment très simple, mais j'ai adoré les sensations de jeu qu'il y a. On dirait pas comme ça parce que ça a l'air très bête dans la façon dont on explique, mais vraiment c'est très intéressant, c'est très chouette et il y a vraiment un côté très fun en fait à se regarder en disant toi qu'est-ce que t'as mis, t'as pas mis celui-là j'espère. C'est rien que le fait d'appeler les différents animaux, c'est rien que ce moment-là, j'appelle l'ours, on est déjà... Oui, là c'est le moment où on se regarde en mode qu'est-ce qu'il a mis celui-là. T'as pas mis le même que moi j'espère. Mais et encore, je trouve que même si tu perds, t'es juste content parce que parfois tu révèles ta souris et quelqu'un d'autre révèle la souris et t'es là et fait on a choisi la même chose. C'est ça. On est content d'être éliminé. Et donc il y a aussi en fait un guessing un peu et double guessing. C'est ça. Juste, même si t'es éliminé, t'es juste trop content d'avoir deviné que telle personne avait mis une chouette et autre. Et en fait t'as un mini-jeu dans le jeu. Mais il faut être quand même avec le bon groupe parce que je me dis j'ai adoré ce jeu parce qu'on a joué ensemble et que j'adore jouer avec vous et je sais qu'avec toi et Mike on va toujours se marrer peu importe en fait à chaque fois qu'on joue avec eux je me retrouve à avoir des jeux dans mon top alors que peut-être je les aurais jamais mis à un autre moment. Ça a une grosse influence. Ça a une grosse influence. Et je pense que c'est un jeu qui va quand même dépendre du groupe parce que si tu mets pas cette petite tension, ce petit c'est ça, clairement. Tu te mets pas dans l'ambiance du jeu, je pense que tu peux passer complètement à côté et te dire c'est possible pas de jeu, en fait. Ouais, c'est possible. Mon seul regret, moi, dans tout ça. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Alors, peut-être que vous allez trouver ça horrible, mais moi, je trouve cette boîte incroyable parce que ce sont des illustrations qui ont un caractère. Enfin, je trouve ça change en fait. Il y a vraiment un parti pris graphique qui change de tout ce qu'on peut retrouver dans les illustrations à l'heure actuelle. C'est vrai que ça fait un peu penser aux illustrations des livres d'enfants, des livres d'histoire pour enfants. Mais moi, j'adore. Et ces illustrations dans la version française, parce que là, c'est la version anglaise, les illustrations vont être complètement changées. Et je suis très triste de ça. Mais voilà, je suis contente parce que j'ai quand même ma boîte avec des illustrations qui me font plaisir. Il faut juste faire attention, c'est que c'est une boîte de jeu qu'il ne faut pas prendre au soleil au risque d'être aveuglé par le reflet. Ou à jouer avec des lunettes de soleil. Avec des lunettes de soleil, pensez-y s'il vous plaît. Numéro 2, qui se lance? Qui a commencé tout à l'heure? Je crois que c'est moi. Vas-y Toto. Commence. Ah non, vas-y, réenchaîne Coco, vas-y. Ok, alors mon numéro 2, c'est un jeu... C'est pas grave. Mon numéro 2, c'est un jeu que j'ai déjà présenté sur la chaîne, mais que j'avais présenté quand il était en anglais. Ici, à l'occasion du Festival international des jeux de Cannes, il est présent en avant-première pour sa sortie française qui va avoir lieu tout bientôt. Je pense que ça va sortir vers le mois d'avril. C'est un jeu dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que c'est pas moi qui dois aller le chercher cette fois? C'est toi qui dois aller le chercher, oui. Ce jeu, du coup, c'est Wonderland's War. C'est un jeu plutôt expert, on va dire. C'est pas un expert hardcore, mais c'est quand même un jeu expert, malgré la thématique Alice au Pays des Merveilles. C'est un jeu qui va mêler du contrôle de territoire, parce que on va essayer de placer des pions dans les différents endroits du Pays des Merveilles. Et comment est-ce qu'on va résoudre justement ces affrontements dans les territoires? C'est avec du backbuilding. On va pouvoir améliorer le backbuilding au fur et à mesure de la partie. Certains jetons vont avoir des effets particuliers qui vont se déclencher, et en fait on va aussi avoir des jetons qui vont venir nous retirer des unités. Quand on n'a plus d'unités dans une région, on est expulsé en fait du combat, et on ne peut plus participer au combat. À côté de tout ça, vous avez aussi de l'amélioration de plateaux personnels, et en fait il y a pas mal de petites choses sympas. Il y a beaucoup de petites mécaniques différentes dans ce jeu, mais je trouve que ça s'imprègne bien. Parfois j'ai vu des commentaires négatifs qui disaient qu'il y avait trop
trop de trucs, mais moi ça me gêne pas justement. Je trouve que tout ça s'imbrique très bien et ça me dérange pas qu'il y ait plein de mécaniques différentes. Je trouve que ça fait justement un jeu qui est très original et qui ressemble à aucun autre. Ah oui, ça c'est sûr. On est sur aucune. Enfin voilà, il y a aucun jeu comme ça. Et puis, franchement, moi ça me fait plaisir quand je vois la mécanique du backbuilding apparaître. C'est pas une mécanique qu'on a souvent dans les jeux, mais c'est toujours une mécanique qui me plaît énormément. Et surtout couplée comme ça à une mécanique d'affrontement et de contrôle de territoire. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais je trouve que du coup, ce mélange de mécaniques, il est très intéressant. Mais par contre, je trouve que l'univers a été bien choisi. Les illustrations, du coup, elles collent bien aussi avec son niveau de jeu, parce que t'es quand même dans Alice au Pays des Merveilles, mais c'est pas mignon tout rose, t'es quand même sur une boîte qui est impressionnante. C'est vrai que elle fait un peu, comment dire, moi ça fait un peu pas... limite un peu terrifiant quand même, le chat comme ça sur la couverture, clairement. Et on est quand même sur un jeu d'affrontement assez sec, donc le côté terrifiant est pas si mal choisi que ça. C'est ça. On se fait mal quand même pendant le jeu. L'univers est tellement incroyable que rien que l'univers, ça donne envie de s'y plonger. Moi, je trouve que c'est vraiment une sortie à ne vraiment pas rater cette année. Moi, ça va aller vite encore. Mais non, c'est pas possible. Je vous dis qu'il a... C'est le roi des ribots. Mais non, mais on a le même top. Vous êtes incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ton numéro 2 alors? C'est mon numéro 2, j'adore ce jeu, que j'ai dit pourtant plus haut, il y a quelques minutes dans la vidéo que je suis pas fan des jeux d'affrontement, mais celui-ci il est génial quoi. Je suis piquée. J'ai déjà dit, on a déjà dit pas mal sur ce jeu, mais je le redis, les parties sont toujours différentes, les conditions de victoire sont équilibrées, et à chaque fois, vous avez des parties différentes et à chaque fois, vous allez tenter de faire autre chose que ce que vous avez fait juste avant. Et vous allez être très satisfait. Je trouve que ce jeu est satisfaisant aussi parce que quand tu réussis, par exemple, à récupérer des reines, tu es satisfait. Quand tu entoures avec tes assassins, tu es content de toi, etc. Et au départ, j'étais du même avis que toi, que la gamme de Microgames me tentait pas énormément, mais le fait d'avoir découvert ce jeu-là, ça me donne envie de découvrir les autres d'ailleurs. Donc... On va collectionner. Alors, mon numéro 2, on va se retrouver aussi dans un jeu à l'univers médiéval, comme le roi des ribots, et avec du placement de tuiles, de la pose de tuiles. Et donc, je pense que j'ai même pas besoin de le citer pour que tu le puisses. S'il te plaît. Merci. Mon top 2, ça va être Middle Ages. Yes, baby. Drake a fait le jeu. Si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a fait Splendor. Splendor aussi, c'est très bien, but ici on est sur Middle Ages. It's not Splendor. Du coup, on se retrouve de nouveau avec Marc-André qui nous sort un jeu ultra efficace, mais ici, on va en fait construire notre cité médiévale, on va construire notre fief et on va pouvoir récupérer des tuiles qui se trouvent au centre du plateau et on va avoir une mécanique assez originale qui est que on va poser notre petit cheval en fait sur l'une des 4 tuiles disponibles de la première rangée et en fonction de votre position, plus vous êtes à gauche, plus vous aurez en fait... Si vous êtes le plus à gauche, vous pourrez choisir dans la deuxième rangée, en premier, la tuile qui vous intéresse. Donc, potentiellement, les tuiles plus loin sont certainement plus intéressantes parce qu'elles sont classées par ordre chronologique et donc c'est pas pour rien. Il y a des tuiles qui sont toutes à droite et qui vous feraient choisir votre prochaine tuile à la fin, mais potentiellement, elles sont plus intéressantes. Donc, on est déjà un petit peu tiraillé à ce moment-là. Et ensuite, une fois qu'on a la tuile, on va la prendre et on va venir la mettre devant nous où on a vraiment des emplacements, mais alors on a des tuiles incroyables, elles sont magnifiques, le matériel, l'édition elle est incroyable et ces tuiles-là on va venir les encocher en fait sur notre plateau principal et on va pouvoir débloquer en gros l'action de la tuile où elle correspond. Si par exemple j'ai pris une tuile tour, je vais débloquer l'action de la tour plus les pièces que ça va me rapporter. En fonction des tuiles que vous allez choisir, vous allez à chaque fois avoir des effets différents. Et donc vous allez pouvoir en fait faire en sorte que vos tuiles se combinent bien entre elles. Parce que quand je prends une tour, je vais pas forcément gagner des pièces en fonction du nombre de tours que j'ai, mais peut-être en fonction du nombre d'épis de blé que j'ai, etc. Et donc on va devoir réussir à agencer toute cette petite combinaison pour que ça se combine suffisamment bien pour gagner énormément de pièces. Le but étant d'avoir le plus de pièces. Le but étant d'avoir le plus de pièces possible. Bref, moi j'ai très envie d'y revenir, j'ai très envie de retenter d'autres combinaisons et puis le matériel il est incroyable. Enfin, j'avais envie d'admirer toutes les tuiles. C'est ça, t'as envie de prendre le temps de...
et de les observer. Ouais. Donc je pense que c'est la plus belle surprise que j'ai eue. Je l'ai pas mis en top 1 parce qu'il y en a un autre que j'aime d'autant plus jouer. Mais c'est une très très belle surprise. Je m'attendais pas à l'aimer autant. C'est hyper intéressant en fait, tout en étant assez simple et rapide. C'est vrai qu'il est rapide à mais jouer. ça propose vraiment quelque chose de très intéressant en fait. Oui, je suis d'accord aussi. C'est vraiment assez tendu au niveau du choix, de vos choix que vous allez faire avec vos chevaliers. Et ce qu'on avait dit hier aussi, qu'on trouvait assez étonnant, c'est que il y a la mise en place et il y a aussi le rangement du jeu. Mais là, il y a le scoring, plutôt, je voulais dire, le scoring. Ici, le scoring, il prend une seconde parce qu'on calcule juste le nombre de pièces d'or qu'on a et on peut remballer le jeu, voire refaire directement une nouvelle partie. Ouais, et ça, c'est en fait, on se retrouve dans un jeu assez dynamique et avec... c'est ultra dynamique, c'est très plaisant et j'espère qu'il va avoir son petit succès en jeu accessible. Je pense qu'il est peut-être entre familial et initié. Je le mettrais plutôt dans un jeu familial. Familial, hein, plutôt. Et ça marche très bien. Là, on va passer au numéro 1. Ça veut dire le jeu qui nous a le plus marqué dans cette édition du Festival international des jeux de Cannes. Quel est-il? Joya, je pense que tu peux te lancer. Ok, j'arrive. Je vais le chercher parce que tu ne sauras pas l'attraper. Quoi? C'est vrai? Mais non! T'es d'accord avec ça, toi? il est très très C'est vrai? J'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Alors, je pense que c'est Rainer Knizia qui fait ça. Non. Ah ouais, trop bien. C'est Rainer Knizia qui fait ça et comme d'habitude, on se retrouve du coup avec un jeu ultra efficace et avec de multiples façons de scorer et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a des personnes qui après SN l'avaient comparé à un aventurier du rail tout simplement parce qu'en fait on va jouer avec des cartes de couleurs et en fonction des cartes qu'on va jouer, par exemple si vous jouez une carte bleue, et bien vous allez pouvoir en fait positionner vos bâtiments dans l'avenue bleue. Pourquoi on va faire ça? Eh bien parce qu'on incarne chacun une société de construction et on va vouloir évidemment tenter que les chantiers soient les nôtres et donc de construire le plus de bâtiments, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est ultra rapide. C'est super simple en termes d'accès. C'est tout simple. On a des cartes. Et si je mets une carte bleue, je mets un bâtiment. Si je mets 3 cartes bleues, ça veut dire que mon bâtiment va être à étage. Le but, ça va être du coup d'avoir le plus de bâtiments, mais on va pas les placer n'importe comment non plus. Il va y avoir une majorité à avoir sur les quartiers. Mais en plus de marquer les majorités sur les quartiers, il faudrait que dans ce quartier-là, je sois aussi la personne qui ait le bâtiment le plus haut. Et donc on va être partagé entre à la fois je veux bloquer l'autre parce qu'on a une interaction très forte, on va éviter que l'autre fasse une ligne de bâtiment qui se suit et qui est assez longue et donc on va tenter de bloquer cette chaîne qu'il est en train de construire, mais plus je perds mes pions pour détruire sa chaîne, moins j'arrive à faire des étages, etc. Et donc, moi j'aime beaucoup cette tension qu'il y a dans le jeu. Et moi, si vous me demandez entre les aventuriers du rail et celui-ci, sans hésitation, je choisis ça. Mais alors là, vraiment sans hésitation, parce qu'on se retrouve avec une mécanique qui ressemble, c'est vrai, on pose des cartes de couleurs, du coup on pose des bâtiments pour créer des chaînes, etc. Mais on se retrouve avec une interaction beaucoup plus forte, avec une réflexion plus importante aussi, tout en restant dans un jeu familial. Moi, je ne vois pas pourquoi les amateurs d'aventuriers du rail ne pourraient pas apprécier ce jeu-là. Et j'aurais adoré te le faire jouer aussi. Écoute, moi, c'est ce que j'étais en train de me dire. S'il est si bien, pourquoi tu m'y as pas fait jouer? Parce que tu n'avais pas envie de découvrir tant que ça. Hein. Pour être honnête, Ariane, mais j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je trouve que, comme tu as dit, ce qui le distingue d'un... Enfin, je trouve que la principale différence avec les aventuriers du rail, c'est que l'interaction est beaucoup plus poussée. Vous allez voir, ça n'arrête pas. Vous faites disparaître des maisons, vous allez vous chamailler, vous allez... Nous, on a vraiment bien rigolé. Mais du coup, ça te plaît parce que tu as moins l'interaction, l'agressivité. Je suis un être complexe. Mais après, il est peut-être pas dans ton top. Ou peut-être qu'il l'est et que je le sais pas. Mais en tout cas, quand j'y ai joué, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que, comme tu as dit, il y a quand même une belle réflexion derrière. Tu vas quand même essayer de faire des bâtiments qui sont le plus haut possible. Tu vas quand même tenter de scorer en faisant des majorités dans les quartiers. Donc,
C'est très visuel, c'est clair, hein, le plateau il est très assez clair, c'est assez lisible en fait. effectivement, donc ce jeu a vraiment beaucoup de qualité en tout cas. Et les illustrations, moi personnellement, je les aime beaucoup. Ah bah la boîte elle est magnifique. La boîte elle est... Enfin, je connais pas le matos, mais parce que j'y ai pas joué. Le matos c'est joli. Mais ouais, c'est joli. Bah du coup, ça me donne envie de le découvrir maintenant. Ouais, trop tard. On va passer à notre numéro 1 à tous les deux. Je pense que nous avons un numéro 1 qui est commun. Je pense aussi, ouais. C'est le cas ? Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement, c'est vraiment la surprise, comme tu as dit. Ouais, grosse surprise, je m'attendais pas du tout à ce que ce jeu soit aussi bon et à ce qu'il nous plaise autant. Ouais, moi, en voyant les règles, je me suis dit, je sens que ça va nous plaire. C'est un jeu, comme on a dit, qui est magnifique. Vous allez vraiment vouloir prendre le temps de regarder chaque tuile. Sur chaque tuile, il y a des détails, il y a des différences. C'est vraiment un travail d'édition et d'illustration incroyable. C'est fou. Même la boîte, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a plein de petits ici, il y a plein de petits éléments qui sont vernis et qu'on voit quand on bouge la boîte. Je me demande si c'est pas des petites fleurs de lys. Oui, c'est ça, c'est des petits motifs médiévaux que j'avais pas vu tout de suite. Et c'est un moment en prenant la boîte, je me dis mais waouh, en fait, il y a plein de petits détails un petit peu partout et c'est fou que chaque tuile soit unique au niveau des illustrations. Combien de jeux il y a, même si par exemple on a des jeux de cartes par exemple, même si les cartes sont belles, toutes les cartes sont pas différentes. Et c'est quand même assez rare d'avoir un jeu comme ça de tuiles avec des illustrations différentes sur toutes les tuiles. C'est juste trop chouette et c'est trop agréable en fait à manipuler. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment cette phase où on va sélectionner les tuiles. Je trouve que c'est la phase la plus intéressante en fait. C'est la plus cruciale et c'est celle qui est la plus intéressante au final dans ce jeu. Et j'aime bien la proposition parce que c'est un jeu qui est familial mais en même temps qui propose quelque chose d'intéressant et vraiment quelque chose vers lequel on va avoir envie de revenir. Oui, c'est sûr. Donc voilà, quand j'ai vu le nom sur la boîte, quand j'ai vu que c'était Marc-André, je me suis dit là il y a moyen qu'il y ait du bon. Et ça te plaise beaucoup. Et effectivement, pour moi c'était la grosse surprise de ce fiche, c'est Middle Ages. C'est vraiment une très belle surprise. Ouais. Bravo. T'as bon, toi. Bien maintenant, je propose qu'on passe à notre flop. Aïe. Là, on choisit un jeu chacun, hein, okay. Attention. Un jeu chacun. Qui veut se lancer? Je veux bien me lancer. Vas-y. Mon flop de ce festival, c'est Mind Map. Donc pourtant il avait ce côté déduction qui m'attirait, j'adore les jeux de déduction, mais ça n'a pas du tout marché. C'est un jeu de déduction avec des mots. On va devoir retrouver le mot de tout le monde. On va devoir placer notre jeton au centre de la table en fonction de 2 critères. Et selon les 2 critères, donc il y a une abscisse et une ordonnée. Et en fonction en fait des 2 flèches directionnelles et des 2 critères qu'il y a sur ces flèches, on va devoir placer notre jeton au milieu de la table. Donc par exemple, est-ce que par exemple un rasoir c'est un objet incontournable dans un mariage? Ouais. Et en fonction, vous le placez sur la flèche, vous le placez plus du côté du moins ou plus du côté du plus. Voilà, sauf que vous avez 2 critères. Est-ce que c'est un objet, je sais pas, du quotidien. Du quotidien, en plus qu'il soit indispensable dans un mariage. Voilà. Et donc à ce moment-là, on va sur une jauge et en plus au centre du jeu, vous avez une carte référent. Et donc non seulement vous devez comparer avec les 2 l'abscisse et l'ordonnée. Avec l'abscisse ordonnée, vous avez une carte au centre de la table. Et cette carte au centre de la table, je pense qu'on peut le dire tous les 3, c'est vraiment cette carte qui pose problème. Ça fausse un peu les comparaisons et c'est difficile. Je trouve que c'est difficile pour moi de vraiment créer des comparaisons qui sont logiques. En fait, c'est déjà pas évident de placer en fonction de l'abscisse et l'ordonnée qui est donnée, donc les 2 jauges qui sont données. C'est déjà pas évident et en plus on nous amène un critère en plus qui... moi, me fait sortir complètement du jeu parce que j'ai l'impression de devoir vraiment m'y référer et je vois aucun rapport entre mon objet et ce qui est là. Moi, ça parasite ma réflexion et C'est ça le gros problème du jeu, c'est qu'en fait on peut avoir des mots qui n'ont rien à voir avec les critères qui sont au centre de la table. Plus ce mot qui n'a rien à voir. Plus ce mot. Et du coup en fait, si aucun de nos mots n'a à voir, ils vont tous se retrouver au même endroit sur le plateau et on ne pourra pas après, parce qu'il y a une phase on doit retrouver les mots de tous les autres. Et en fait si on est tous au même endroit, on n'y arrive pas, ça fonctionne pas. Et tu parles de ce mot référent.
qui te parasitent. J'ai joué avec 5 ou 6 groupes différents à ce jeu. À chaque fois, il y a quelqu'un dans le groupe qui m'a dit est-ce qu'on peut retirer ce mot référent. Ouais. Et sur les 5 ou 6 fois où j'ai joué, il y a vraiment une fois où le jeu a bien pris. Je prends même pas notre partie parce que je trouve que ça n'a pas marché tant que ça. Et c'est vrai que tu dis que ça n'a pas fonctionné. Vrai, moi, j'avais tendance à dire que ça avait fonctionné dans le groupe où non, ça n'a pas fonctionné. On fait des blagues, tout simplement. Non, c'est parce que non, mais c'est vrai, tu as raison. Non, mais elle a raison. C'est vrai que quand tu regardes, on était tous placés au même endroit. Limite, tu sais, on avait peur d'aller trop dans tel ou tel jeu. Moi, je mettais mes jetons au hasard. Tellement, ça me prenait tellement la tête de pouvoir bien comparer que je disais au hasard. Ouais, j'ai eu plein de parties où les gens se sont dit c'est bon, je les mets au hasard. Et ça va pas en fait, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ce jeu ne fonctionne pas très bien. Voilà quoi. Joya, est-ce que tu nous parles de ton flop? Franchement, ça me fait de la peine de le mettre en flop. Vraiment. Je pense que ça va être le même que le mien alors, si ça te fait tant de peine. Je sais pas, parce que c'est un duo d'auteurs dont j'ai déjà pas mal... j'apprécie le travail. En plus, d'avoir une maison d'édition dont j'adore le travail. Donc, j'avoue, ça fait de la peine, mais c'est comme ça. T'as bien deviné. Mais non, parce que je veux pas te donner celui-là, parce que je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas obligé d'être d'accord sur nos flops. Tout d'abord, chronologique, on va être dans un jeu de déduction où on va devoir trouver, en fonction de la petite boîte, du petit scénario, par exemple, dans le premier scénario, on devait trouver qui a tué le détective, dans quel lieu et à quel temps. Et pour ce faire, on va devoir poser des questions au jeu. Donc le jeu va nous présenter des tuiles à trous, et ces tuiles à trous vont être soit des lieux à interroger, entre guillemets, donc à explorer. Les cartes, c'est toujours des lieux, mais les plaquettes trouées, en fait, c'est soit le temps, soit des personnages. Et en fait, tu vas regarder ce lieu, le lieu, par exemple la salle de danse, tu vas le mettre derrière la plaquette temps, et tu vas voir combien de personnages. Au temps numéro 6, par exemple, il y avait combien de personnages dans la salle de danse. Ou alors, si tu prends la salle de danse et que tu la mets derrière une plaquette personnage, tu vas savoir combien de fois ce personnage a été dans la salle de danse, en sachant qu'il y a une information qui est publique. Exactement. Donc tu dois la dire à haute voix pour que tout le monde l'ait, et tout le monde va prendre note derrière son petit paravent sur sa feuille, et il y a une information qui est privée, il n'y a que toi qui l'as, et tu dois la lire et ne surtout pas la dire aux autres. Exactement. Du coup, il est dans mon flop, et c'est pas parce que c'est un mauvais jeu ou que je ne le conseillerais pas, ou c'est pas à bannir du tout, c'est pas le mind map qu'on a eu tout à l'heure où ça n'a pas fonctionné du tout, c'est juste que par rapport à chronologique, mes attentes étaient très hautes en fait par rapport à ce que j'ai déjà découvert. Je suis une grande fan de Turing Machine, mais là pour le coup j'ai trouvé que il fallait explorer beaucoup plus de tuiles avant de trouver l'info, et aussi la prise de notes n'était pas si évidente que ça. Je savais pas trop comment prendre mes notes, je m'y retrouvais pas si facilement que ça, et ça m'a posé problème. Et donc je pense que par rapport à mes attentes, c'est pas ce à quoi je m'attendais, et donc il se retrouve dans le flop pour ça. Je pourrais y rejouer parce que je suis curieuse et que j'ai pas envie de m'arrêter sur mon avis, mais de là à dire que c'est un jeu que je penserais autant que Turing Machine ou quoi, je ne pense pas. J'en ferai pas énormément d'autres parties. Du coup, je sais pas si tu l'as dit ça, mais tu parles de Turing Machine. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a le même système de plaquettes à trous, et c'est le même duo d'auteurs. Je sais pas si tu l'as précisé ou pas. Et donc, tout simplement, c'est mon petit flop. Le flop de Coralie. Est-ce que vous avez une idée du mien? Moi, je mettrais... Loot, peut-être. Ah, c'est pas bête ce que tu dis là. Peut-être que tu avais des attentes sur l'autre. Moi, je dirais Flowers ou Boréal, mais j'aurais tendance à dire Boréal. Eh ben, c'est Joya qui a raison. Flop de ce fige, moi, et à mon grand regret, je suis très triste, mais c'est Boréal. Pour la simple et bonne raison que j'en avais j'avais des grosses attentes. Boréal, c'est le second jeu de la maison d'édition Spirale, qui avait fait District Noir, qui est un jeu que j'avais adoré. Et là, ils nous sortent leur deuxième jeu, un jeu en plus qui me faisait très envie, déjà de par la couverture. L'univers me plaisait beaucoup. J'avais vraiment envie de découvrir ce qui nous réservait là après District Noir. Et Boréal, du coup, c'est pas forcément un mauvais jeu. Il y a des jeux vraiment que j'ai
que j'ai trouvé plus mauvais dans ceux qu'on a testés, mais c'est celui pour lequel j'avais beaucoup d'attentes. C'est vraiment ce côté déception qui fait que je le mets dans mon flop. C'est un jeu dans lequel on va devoir construire sa pyramide. Du coup, c'est un peu comme un Abyss Conspiracy. Alors, j'ai pas joué à Abyss, donc je vais pas trop m'avancer, mais je sais que c'est un peu le même système. La même pyramide qu'on construit, oui. Et en fait, on a un petit marqueur qui nous indique sur la rivière de cartes quelle carte on peut aller chercher. Quand on prend une carte en fonction de son coût, eh bien, le choix des cartes qu'on va avoir pour la suite va être plus réduit. Puis, on a une phase de collecte de ressources qui va faire qu'on va rebouger ce marqueur. Et en fait, j'ai trouvé qu'on n'était jamais vraiment contraint dans le jeu. Donc, en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et du coup, à cause de ça, je trouve que l'intérêt est très, très, très limité. Je pense que moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est moins le fait de ne pas être bloqué par le jeu, mais peut-être que je m'attendais à des effets de cartes, en fait, parce qu'on va venir poser ces cartes sur le il y a des petits effets, mais il n'y a rien de fou. Ouais, je m'attendais quand même à ce qu'on puisse, quand j'ai vu le nombre de des petites icônes, etc., je pensais qu'on allait avoir limite un peu plus d'interaction ou quelque chose avec un peu plus de rebondissement, alors que là, on se retrouve sur un jeu qui garde la même un peu plat, tu sais, ça reste sur la même longueur d'onde tout au long du jeu, et donc il y a rien qui me fait dire oh waouh, enfin c'était trop bien ça, waouh, je m'attendais pas à ça. Et je pense que si vous aimez bien les jeux un peu, je vais dire un peu pépère, mais sans que ça soit péjoratif, mais dans le style ok, tranquille, on sort même en jeu pépère, il y a des choses plus intéressantes. Oui, il y a des choses plus intéressantes, je suis d'accord, mais il y a pire dans les jeux auxquels on a joué, mais j'avais pas de grosses attentes sur les autres, tandis que celui-ci c'était vraiment une attente, c'était vraiment dans mes top attentes, et du coup voilà. On aurait pu faire un top flop avec les jeux auxquels on a joué. Ouais, clairement on aurait pu. Mais bon, voilà. On s'est arrêté à ça et c'est bien comme ça. Et du coup, eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, c'était un plaisir de vivre ce festival en version remote avec vous. Je trouve que voilà, il y avait pas mal de jeux sympas. Je ne sais pas encore trop dire s'il y a des jeux qui vont marquer mon année. Peut-être Middle Age. Pour le reste, l'avenir nous le dira. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors, je ne sais pas trop dire par rapport à l'année passée qu'est-ce qu'on avait mis dans notre top, mais j'avais eu l'impression l'année passée d'être beaucoup plus tiraillée pour construire le top que cette année. Et donc, voilà, j'attends les prochaines surprises de l'année, parce que là, effectivement, on n'est pas au sommet de... Pareil, je ne peux pas encore faire mon top 2024 en me disant ce jeu-là, il me faut absolument dedans. Sauf peut-être le Roi des Ribos que j'ai vraiment apprécié, et je sais que je vais continuer à y jouer pendant l'année. Voilà. Sur les jeux qu'on a testés, j'ai pas eu de révélation, on va dire, sur un jeu en particulier, mais plutôt plusieurs jeux qui sont au stade intéressant, qui proposent quelque chose d'intéressant. Peut-être, comme tu as dit, Middle Ages qui a de quoi... je trouve qu'il y a de quoi perdurer en fait en termes de jeu familial. Parce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux de cartes. C'est énormément de jeux de cartes. Et moins de jeux experts. J'ai l'impression que l'année passée, on avait testé plus de jeux experts que cette fois-ci. Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de petites boîtes aussi, de petits formats qui se transportent assez rapidement. Donc, écoutez, c'est peut-être que 2024 sera l'année de voyage où on aura besoin tous d'un petit... qui sait... Ah, c'est beau ce que tu dis. J'aime ça, ça me plaît. Restons optimistes. Hein.